Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics TV. On poursuit nos échanges ici au Palais des Congrès de Strasbourg pour la Convention nationale de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. Et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bonnecarrère. Bonjour. Bonjour. Sénateur du Tarn, président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Vous intervenez, monsieur le sénateur, sur une table ronde dans cette Convention nationale sur les échanges, les discussions entre interco et région. Alors d'abord une question sur votre territoire, comment ça se passe? Vous êtes dans une région qui fusionne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Est-ce que les discussions, les projets avec la région sont en stand-by du fait de cette réorganisation ou alors ça avance quand même? Vaste sujet. Je commencerai par un point de départ institutionnel. La réforme territoriale est articulée sur le lien entre la région et les intercommunalités. Donc la manière dont les régions vont s'organiser est bien sûr tout à fait essentielle pour les intercommunalités. Les intercommunalités sont désireuses de jouer au maximum la qualité de la relation avec les régions et espèrent que ce lien entre intercommunalité et région va effectivement fonctionner au quotidien. Donc pour nous, le lien avec la région, c'est vraiment le b.a.-ba de notre nouveau système institutionnel. Je mets à part les métropoles, les joies de la loi MAPTAM, qui sont un autre sujet, complémentaire, mais un sujet qui, à mon avis, doit être distingué de celui de la région et des intercommunalités. Alors comment cela fonctionne dans la grande région Occitanie ? C'est une région de 5,8 millions d'habitants, 13 départements, une des plus grandes régions françaises par la superficie. Donc le lien entre cette grande région et les élus locaux dans les communes et dans les intercommunalités est clairement en débat. Et il y a une inquiétude devant cet espace très important. Certains parlent de mastodonte géographique. Qui est une réalité. Et aussi le fait que ceci résulte d'une fusion de deux régions avec leurs politiques différentes. Alors, par rapport à ça, quelle est notre position ? Il s'agit d'aller vers la région. C'est-à-dire, plutôt que d'attendre que dans le cadre de la rédaction du SR2I, la région nous dise... Le schéma régional de développement économique et d'internationalisation, avant que la région nous dise « envoyez-nous vos copies », nous avons préféré prendre l'initiative, ensemble des intercommunalités de l'Occitanie, de prendre contact avec la région. Sous quelle forme ? Nous avons commencé par réunir l'ensemble des intercommunalités dans le cadre normal de la DCF et avec ses correspondants régionaux, en organisant le travail avec un certain nombre d'ateliers. Et nous avons fait cela à partir d'un maillage qui est un maillage de référents dits départementaux. Après avoir réuni toutes les intercommunalités et avoir essayé de fixer les grandes lignes de nos positions, nous avons eu une autre réunion techniciens élus pour rédiger, et l'ensemble des intercommunalités d'Occitanie, via la DCF, ont donc adressé à la présidente de région leur contribution au SR2I. Après, chacun d'entre nous a adressé sa proposition. Si je devais résumer cette première partie de discussion entre nous, caractère absolument stratégique de la qualité de la relation entre la région et les intercommunalités, questionnement légitime des intercommunalités sur quelle territorialisation de l'action publique des régions aussi importantes doivent absolument territorialiser, et troisième élément, quelle adaptation des politiques publiques à nos territoires. Nous incitons vivement la grande région Occitanie, sa présidente et ses élus, à avoir une approche individualisée, tant les situations sont différentes entre les 240 intercommunalités de notre région. Donc là, vous dites en substance, il faudra clairement sur notre territoire tenir compte des intercos. Vous avez détaillé la méthode, vous avez détaillé une sorte de calendrier, si je puis dire. Maintenant, sur le fond, quelles sont les priorités économiques des intercos? Sur quels axes elles doivent
d'intervenir de manière plus spécifique? Alors, les intercos ont besoin, à mon sens, premièrement d'une règle du jeu et deuxièmement de faire partager leurs objectifs. Je commencerai par la règle du jeu. Il y a un temps évident de calage pour ces grandes régions. Temps de calage qui résulte d'une part du fait qu'il y avait des politiques distinctes. Je vais prendre un exemple. La région Midi-Pyrénées excluait les agglomérations des financements FEDER. La région Languedoc-Roussillon considérait que ces financements n'étaient pas réservés à la ruralité et concernaient l'agglomération, les agglomérations. Donc nous avons besoin d'une règle du jeu quant à la politique régionale et quant à l'éligibilité. Deuxièmement, les régions, en dehors même de la nécessité de fusionner les programmes, il y avait eu un travail d'identification avant l'élection. Il y a environ 600 programmes qui, dans les deux régions, correspondaient à des bases différentes d'application, de réglementation. Donc vous voyez l'importance du travail. Deuxième élément de travail à mener avec la région, fixer une règle du jeu sur les nouvelles compétences. Par exemple, les aides directes sont de la compétence exclusive des régions, mais elles peuvent avoir des conventions d'application avec les intercommunalités. À l'inverse, l'aide à l'immobilier d'entreprise est une compétence des intercommunalités, mais elles peuvent, elles aussi, pouvoir conventionner avec la région. Donc nous avons besoin de savoir quelle va être la politique de conventionnement de la région, va-t-elle le souhaiter ou pas pour ce qui relève de sa compétence économique la plus directe. Même chose pour ce qui relève de notre part. Et donc comment finalement les régions et intercommunalités, qui sont les deux collectivités, mis à part les métropoles, à exercer la compétence économique, comment elles l'exercent, comment elles l'optimisent, comment elles la mutualisent, et avec un regard essentiel qui est le regard de nos acteurs économiques, puisque quand même là, nous sommes clairement dans la logique de développement et à leur service. Il faut donc que nous ayons un mode d'action, des outils qui soient aisément lisibles des acteurs économiques, sinon nous n'aurons fait que complexifier le système. C'est vraiment le premier volet de notre travail sur la contribution SR2I. Le deuxième volet est en plus celui d'expliquer quels sont nos critères et nos contraintes de développement. Où fait-on du développement rural? Où sommes-nous sur le développement urbain? Est-ce que les besoins sont fonciers? Est-ce qu'ils sont sur le terrain de l'innovation? Est-ce qu'ils sont sur le terrain des infrastructures? Donc chaque collectivité a adressé, après la contribution globale des intercommunalités régionales, chacune a effectivement fait sa contribution. Et je veux espérer, ce que je crois d'ailleurs tout à fait possible, si ce n'est probable, que la région appréciera ce dialogue et appréciera surtout d'avoir des solutions pour appliquer ces politiques. Parce que grande région, beaucoup de responsabilités, beaucoup de moyens, mais à un moment donné, il faut un lieu où vous mettez en œuvre vos politiques. Et ça, c'est forcément le lien avec les territoires. Philippe Bonnecarrère, dernière question. Oui. On a évoqué des enjeux stratégiques, les enjeux de développement économique sur lesquels les intercos se positionnent, vous l'avez détaillé. En même temps, les intercos doivent être le premier échelon de proximité, de terrain avec les usagers. Est-ce que ce n'est pas faire le grand écart que d'être comme ça sur du stratégique et du proximité, si je puis dire? Alors là, ce n'est pas contradictoire parce que c'est consubstantiel à la vie même de nos collectivités. Une intercommunalité, mais on pourrait dire aussi la même chose des communes, sont en permanence dans le double registre. On a deux hémisphères, un hémisphère de quotidienneté, de proximité, et un hémisphère de stratégie. Donc cette logique, elle nous est tout à fait... nous y sommes dans notre logiciel, nous y sommes extrêmement habitués, c'est clairement notre logiciel. Par contre, ce logiciel est effectivement interrogé par le cadre des grandes régions.
Nous sommes interrogés par rapport aux changements liés au retrait des départements, qui, chacun le sait, ont perdu la compétence économique, même s'ils ont du mal à l'admettre, mais en particulier pour les agences de développement, ce sont des choses qui devront s'organiser sur cette base. Et nous avons un autre changement qui, lui, n'est pas institutionnel, mais qui est extrêmement pratique, mais extrêmement fort. C'est le changement d'échelle. Le fait d'avoir des régions beaucoup plus importantes change complètement la visibilité de nos communes et de nos intercommunalités. Là où quelque part, une intercommunalité moyenne pouvait considérer être sinon incontournable, du moins visible dans sa région d'origine, dans des ensembles aussi importants, c'est beaucoup plus compliqué. Je prendrai deux exemples pratiques. L'Albigeois, la ville d'Albi, la préfecture du département du Tarn. Le Tarn était le 2e département de Midi-Pyrénées. Il est maintenant le 5e département de la grande région. La ville d'Albi était la 3e ville de Midi-Pyrénées. Elle est devenue la 12e ville de cette grande région. Donc ce changement d'échelle, il pèse extrêmement fort, et c'est en cela que les intercommunalités ne doivent pas attendre que la région vienne vers elles. C'est à nous, intercommunalités, d'aller porter nos enjeux et d'aller proposer nos solutions à la grande région.